Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal du soir. Voici les titres. Le président de somalilandais Moussa Bihi a poursuivi sa visite de travail à Djibouti. Et la désolation aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian. Bonsoir à tous. Arrivé hier à Djibouti, à la tête d'une importante délégation pour une visite de travail de 48 heures, le président de la République autoproclamée du Somaliland, Moussa Bihi Abdi, a poursuivi ce matin sa visite à Djibouti. Il s'est rendu successivement avec sa délégation à la zone franche internationale de Djibouti au P4S, suivi de la visite du grand barrage de Wera. Enfin, il s'est rendu dans le village de Wera, situé dans la région d'Arta. Et la première étape de la visite du président de la Somaliland et sa délégation a été la zone franche internationale de Djibouti. La délégation a été accueillie à son arrivée par le responsable du port. Celui-ci a expliqué l'importance de cette infrastructure pour renforcer les échanges commerciaux et industriels avec Djibouti. L'inauguration de la zone franche, qui est l'une des plus grandes en Afrique, permet à notre pays d'affirmer son rôle de port d'entrée vers l'Éthiopie et les pays de la sous-région et aussi de la COMESA. Grâce à cette importante infrastructure commerciale et industrielle ainsi que d'autres infrastructures portuaires, Djibouti ambitionne de devenir un hub régional logistique à l'avenir. Et avec l'installation des grandes sociétés internationales dans la zone internationale, notre pays compte favoriser l'industrialisation de son économie et de devenir une plateforme multimodale. Et après la zone franche internationale de Djibouti, la délégation conduite par le président de la Somaliland, Moussa Bihi, s'est rendue au grand barrage de Djibouti, toujours accompagné par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale. Et alors, arrivé, la délégation a été accueillie par les autorités locales, dont le préfet Abdullah Dalal et le président du conseil régional, Ilmi Bouh, situé à 30 km de Djibouti-Ville, dans le lit de l'Oued. Ce barrage de Wera aura un rôle important. Il est destiné en premier lieu à la protection de la capitale des crues de l'Oued et il est destiné à améliorer l'accès à l'eau pour la population, également pour favoriser l'agriculture. Lors de la visite, les ingénieurs en charge des travaux ont fourni des explications nécessaires sur le fonctionnement et l'utilité du barrage de Wera. Et après la visite de la zone franche et du barrage de Wera, le président de la République autoproclamé du Somaliland, Moussa Bihi, et sa délégation se sont rendus au village estival de Wera, situé sur le corridor routier Djibouti-Galafi, principal axe d'échange entre Djibouti et l'Éthiopie. La délégation conduite par le président de la Somaliland, Moussa Bihi Abdi, a été accueillie par les autorités locales et la population qui lui ont souhaité la bienvenue. Rappelons que le président de la Somaliland, Moussa Bihi Abdi, a vécu dans ce village lors de son séjour à Djibouti il y a de cela plusieurs années. Également dans l'actualité, après l'inauguration du Fab Lab, c'est au tour du iLab ce matin au centre de leadership et d'entrepreneuriat connu sous le sigle clé qui a célébré cet événement en grande pompe. Signe de l'importance de cet événement, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, et des officiels, des diplomates sont venus pour marquer l'événement. Il y avait également des passionnés, des férus de la robotique, de l'électronique et tout ce qui a rapport à l'innovation. L'objectif de iLab est d'encourager, mais aussi de soutenir le développement de l'entrepreneuriat. Le iLab se veut être la synthèse de la technologie et à la pointe du progrès et de l'innovation. Il est surtout d'insister les jeunes porteurs de projets à interagir pour faire émerger de nouveaux projets entrepreneuriaux. Et cette visite guidée s'est tenue dans les 3 bâtiments de l'Arche. Une journée placée premier contact pour les jeunes aussi, des matériaux conçus pour la collaboration et le développement également
des projets entrepreneuriaux qui traduisent l'ambition du centre, qui est celui de localement devenir le centre incontournable en matière d'entrepreneuriat. Il est à noter que le centre d'entrepreneuriat répond également à une véritable volonté donc du gouvernement et qui est d'institutionnaliser l'entrepreneuriat afin d'en faire un facteur de la croissance économique. Et la directrice du centre, Mme Ouba Hamalo, a dans ses mots rappelé que la créativité et l'intelligence qui est au centre donc de s'amuser, une manière de dire que l'intelligence des jeunes sera dans l'écosystème idéal pour eux. Plus loin, elle a rappelé que le Fab Lab et le High Lab étaient en phase pour former un véritable pépinière de jeunes dynamiques et pleines de créativité. Nous l'écoutons. C'est assez spécial. Le Fab Lab a été inauguré il y a quelques mois, mais on lance aujourd'hui le High Lab, qui est le lancement officiel des activités du Fab Lab, le laboratoire de fabrication en fait. Donc pourquoi on a dit High Lab? C'est quelque part une plateforme où on innove. On intègre ce qu'on a innové dans nos vies et puis après il y a un impact. Donc c'est pour ça qu'on a ce slogan Innovate, Integrate, Impact. Donc on a développé en fait ces derniers mois tout le programme qui va être enseigné, les formations qui vont être données par rapport aux différents outils, machines, que ce soit dans la machinerie, que ce soit dans le prototypage. On a aussi des stations d'électronique, c'est pour la conception des cartes électroniques pour différents matériaux, enfin différents dispositifs que les jeunes ingénieurs peuvent développer. Il y a aussi toute la partie robotique. Donc on a complètement des formations sur la robotique et aussi la réalité virtuelle. C'est une très bonne question parce que la plupart des gens qui voient le Fab Lab, ils se disent mais c'est assez futuristique. En quoi c'est en phase avec la communauté djiboutienne, avec le développement à Djibouti. Ce qu'il faut savoir en Afrique, il y a toujours ce qu'on appelle le leapfrogging. C'est-à-dire toutes les autres sociétés passent par des étapes pour arriver à l'étape dans laquelle on est. Mais l'Afrique est toujours ce continent qui arrive à un moment où tout est fait et qu'on intègre ça. Toujours en nouvelle nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec l'Université de Tokyo, a tenu ce matin une réunion qui fait suite au projet sur les méthodes innovantes, durables et sur l'utilisation optimale des sources d'eau existantes à Djibouti dans l'agropastoralisme. Ce projet de grande envergure augmente les activités dans de nombreux domaines et qui assure la sécurité alimentaire. La République de Djibouti donc a de nombreuses années de relations bilatérales et d'amitié avec le pays du soleil levant, le Japon, qui par ailleurs finance ce projet. Et les ingénieurs dans ce domaine sont formés au Japon. Cela démontre que Djibouti et le Japon entretiennent une bonne relation et de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette réunion a vu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, du président de l'Université de Djibouti, Dr Jamar Mohamed Hassan, du représentant de la JICA, des chercheurs et des étudiants côté djiboutien et japonais. Une nouvelle forme de collaboration entre nos deux pays. Les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays datent de plus de 40 ans. Et pour ce qui est de la recherche menée par les chercheurs de l'Université d'agriculture de Tokyo, remonte au début des années 80, il y a plus d'un quart de siècle. Mais je trouve que ce projet de recherche conjointe a des aspects inédits. Je souhaite que ce projet ouvre une nouvelle page dans l'histoire de notre collaboration. Et de son côté, le président de l'Université de Djibouti, Dr Jamar Mohamed Hassan, a remercié le Japon à travers son ambassade du Japon à Djibouti pour l'appui technique et financier du peuple japonais. On l'écoute. Projet d'envergure qui, nous l'espérons, permettra avec les résultats que nous aurons, le développement ou l'amélioration des méthodes liées à l'agropastoralisme. La sécurité alimentaire est quelque chose de très important pour notre pays et c'est aussi un projet phare pour l'Université de Djibouti qui, ce projet fait partie des grands projets de recherche pour l'Université de Djibouti.
Et c'est aussi une expérience pour nous de travailler avec des collègues japonais sur un projet de telle envergure. Donc encore une fois, je tenais vraiment à remercier les collègues japonais pour leur venue à l'université de Djibouti, pour leur appui dans ce projet d'envergure et bien entendu la coopération japonaise qui est là et qui a financé ce projet. Encore une fois, merci beaucoup. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est également réjoui de l'organisation de cette réunion et a profité de cette occasion pour remercier le gouvernement et le peuple japonais pour leur soutien et leur appui. Tout d'abord, vous dire que je me réjouis du lancement de ce partenariat entre l'Université d'agriculture de Tokyo et l'Université de Djibouti. Ce projet couvre beaucoup de domaines d'intérêt. Il va bien sûr des aspects écologiques, pédologiques, mais également de la sélection de semences adaptées. Mais également, il s'insère dans un projet beaucoup plus large que nous avons en tête et que nous démarrons. Ce projet s'intitule la mise en place d'un observatoire est-africain pour les changements climatiques. Et dans cet observatoire, nous souhaitons vraiment à ce qu'il y ait une collaboration de tous les chercheurs d'Afrique de l'Est pour répondre à la problématique changement climatique, et dans tous les secteurs. Et un des secteurs prioritaires, bien sûr, est ce secteur de recherche que nous allons développer ensemble. Et j'appelle, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, vivement à ce que les experts, les professeurs, les étudiants japonais puissent être partie prenante de ce projet qui est important non seulement pour Djibouti, mais également pour l'Afrique de l'Est, pour la stabilité et la paix, parce que les problèmes aujourd'hui de sécheresse posent des problèmes, bien sûr, d'accès à l'eau et accès à l'alimentation. Et je pense que les travaux de cet observatoire, avec votre partenariat, pourra permettre, dans un premier temps, à la région IGAD de se projeter dans la collecte de données, la synthèse, mais également la prévention de conflits à travers des projets de gestion de l'eau, de gestion des terres agricoles et de gestion des terres pastorales. Et je voudrais réitérer mes remerciements au Japon, à son ambassadeur, à la JICA, ici présente, et qui ne ménage jamais ses efforts pour nous aider dans la recherche. Un des projets phares étant déjà la mise en place d'une centrale solaire au niveau du CERD. Et je voudrais donc dire aux professeurs qui sont là de se sentir chez eux et de pouvoir avancer main dans la main avec nous dans la connaissance pour un avenir meilleur et durable. Toujours en nouvelles du pays, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu aujourd'hui la visite de l'ambassadeur d'Égypte, Ahmed Abdel Sobhi. Rappelons que l'ambassadeur a été accrédité à Djibouti en 2015 et cette visite d'adieu donc marquait la fin de près de 4 années de bons et loyaux services. Les discussions ont porté ainsi sur l'arrivée de la délégation de l'autorité du canal du Suez à Djibouti dans le domaine maritime, ce qui est prévu au courant de ce mois-ci. L'ambassadeur a émis le souhait de voir son pays soutenir davantage les efforts de Djibouti tournés vers le développement économique et de la formation et surtout dans le domaine du transport. Et puis donc, dans la foulée, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu la visite également de l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, Youssouf Ben Hussein Al-Qabandi. Et donc, les discussions entre les deux hommes ont porté sur la finalisation du projet de construction de la route Tadjoura-Balhou, financé par le gouvernement koweïtien à travers le Fonds koweïtien pour le développement. Par ailleurs, il a été question de chercher les voies et moyens de renforcer davantage les liens économiques et fraternels entre les deux pays, particulièrement dans les secteurs des infrastructures. Et concernant la rentrée scolaire 2019-2020 dans la région de Dikil, à l'instar de tout le pays, après la rentrée scolaire des élèves de l'enseignement de base et de moyens, ceux de l'enseignement secondaire ont regagné donc les bancs des classes. Hier, la délégation conduite par le préfet de Dikil, Mohamed Chekho, composée du préfet adjoint, du président du conseil régional, du chef du bureau régional, ainsi que des parents d'élèves, a effectué une tournée habituelle dans les établissements du chef-lieu afin de constater le bon déroulement de la rentrée scolaire. En cette nouvelle année, le lycée de l'enseignement général de Dikil accueille environ 1000 élèves, tandis que le lycée d'enseignement technique et professionnel, 400 élèves.
lycées, 4 lycées d'enseignement général et 1 lycée technique. Cela prouve que la place qu'occupe l'éducation, la priorité qui a été donnée au niveau de l'éducation, au niveau du gouvernement et à sa tête le président de la République. Donc nous remercions bien sûr le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, qui œuvre toujours pour la qualité de l'enseignement dispensé, et beaucoup d'efforts ont été fournis dans ce domaine. Et toujours donc concernant la rentrée scolaire, et cette fois-ci donc à Tadjoura, les quelques 4392 élèves des écoles primaires et secondaires et du moyen ont repris le chemin de l'école. À cette occasion, une importante délégation conduite par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouita, est composée de l'inspecteur régional chef de service, du représentant du conseil régional qui est également conseiller pédagogique d'EPS et du responsable de la CNSS, de l'équipe d'encadrement et de notables, a effectué une tournée dans les écoles du chef-lieu et quelques écoles rurales pour constater de visu les conditions dans lesquelles ont été accueillis les élèves. Cette rentrée scolaire qui s'est déroulée dans de bonnes conditions est caractérisée cette année par la création de l'école de Dougoum, promise par le ministre de l'Éducation nationale lors de sa tournée l'année dernière dans la région de Tadjoura, et de l'extension de l'école de Malahoua. Afin de mieux préparer l'année scolaire 2019-2020, les enseignants ont bénéficié de formations et d'un stage préliminaire. L'agence de coopération et de coordination de Turquie, la TİKA, a remis hier à l'Agence nationale pour les personnes handicapées, la NPH, un don composé de 200 fauteuils roulants pour 200 personnes handicapées. Un geste de solidarité qui témoigne des liens d'amitié unissant Djibouti et la Turquie. Placé sous l'égide du directeur général de la NPH, Doual Saïd, la cérémonie de remise officielle de ce don s'est déroulée au siège de l'agence en présence de l'ambassadeur de Turquie, du directeur général de la TİKA et du directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères. Composé de 3 types de modèles, cet important don est destiné à soutenir les activités des personnes handicapées afin qu'ils puissent se déplacer. Et donc, créé en mai 2015 par le président turc, l'agence TİKA s'est illustrée dans l'aide aux pays arabes et musulmans. Ce don est le premier du genre en faveur de personnes handicapées vivant à Djibouti. Et lors de cette cérémonie, le directeur de l'agence de la TİKA donc a précisé que s'il est le premier du genre, il ne sera pas non plus le dernier, mais ouvrira la voie à une série de dons similaires. Et pour montrer et donner notre soutien dans le but d'améliorer les conditions de nos chers frères et sœurs et leur encourager à ne pas baisser les bras. Et pour cela, je remercie énormément toute l'équipe de l'agence nationale, et ils nous ont beaucoup aidés dans la coopération et à la réalisation de ce projet. Et de son côté, l'ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti s'est également dit satisfait de la bonne coopération existant entre Djibouti et la Turquie. Et de son côté, le directeur des relations bilatérales, donc au ministère des Affaires étrangères, a remercié le diplomate turc et le directeur de l'agence au nom du ministre des Affaires étrangères pour l'octroi de ces 200 fauteuils, un geste fort louable à souligner. On les écoute. Nous, en tant que la Turquie, nous attachons beaucoup d'importance au soutien, n'est-ce pas, à l'aide humanitaire en faveur des handicapés, parce que en tant que Turquie, nous souffrons aussi de ce problème d'handicapés. Et chez nous aussi, nous essayons de résoudre par différents moyens les problèmes des handicapés. C'est un problème humanitaire international. Et donc, dans tous les pays, ce problème existe. Et donc, je précise que la Turquie, avec ses associations, et en premier lieu avec l'Agence turque de coopération, nous serons toujours à côté de nos amis et frères de Djibouti, en particulier avec nos amis et frères handicapés. Nous ne pouvons jamais assez vous remercier pour ce que vous faites à la population djiboutienne en général et aux personnes handicapées en particulier. Ce remerciement vient du fond du cœur de la population et de la société djiboutienne et de son gouvernement. Et nous souhaitons aller au-delà de ce premier geste et que vous allez continuer, comme vous l'avez toujours fait, à aider, en particulier cette agence qui vient de voir le jour l'année dernière, en 2018, sur instruction du chef de l'État, qui tient à cœur la question des handicapés
et qui fait de tout son mieux pour que ce genre-là ressemble à ceux qui n'ont pas d'handicap, qui ne se sentent pas délaissés ou écartés. Sport pour clore l'actualité nationale, le match aller de qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui a opposé aujourd'hui au stade Goulet de la sélection djiboutienne à celle du Swatini en Afrique australe s'est soldé par un score de 2 buts à 1 en faveur de la formation djiboutienne. Le coup d'envoi a été donné à 18h30 donc aujourd'hui sur la télévision nationale. Les requins djiboutiens et leurs adversaires ont disputé un match animé et plein de suspense avec de nombreuses occasions de but. Les Djiboutiens sont venus massivement soutenir leurs compatriotes lors de cette rencontre. La prestation des requins de Djibouti était supérieure cet après-midi à celle des matchs précédents. Demain, toujours au stade Goulet, d'un autre match opposera cette fois-ci la formation somalienne à celle de Zimbabwe, comptant également pour les matchs éliminatoires en prévision de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. En nouvelle du monde, à présent, ouragan Dorian, des scènes de désolation ont été enregistrées après le passage de l'ouragan Dorian. La suite dans cette séquence. L'ouragan Dorian aura laissé écho des paysages de désolation. Au moins 7 personnes ont été tuées. Un bilan qui risque de s'aggraver selon les autorités. Plus de 60 000 personnes ont besoin d'aide alimentaire. 13 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites dans les îles d'El Bakos et du Grand Bahama. La Croix-Rouge est en charge d'une partie des opérations. Les disparus se comptent au moins par centaines. La nuit dernière, sur un réseau social, le journal Our News Bahamas a invité tous ceux qui le pourraient à donner donc le nom des personnes portées disparues et récolter donc ainsi 1600 réponses en quelques heures. Et concernant le Brexit au Royaume-Uni, Boko promet des élections en cas de nouvelle défaite au Parlement. Une nouvelle épreuve de force pour le Parlement et le Premier ministre britannique. Après avoir repris le contrôle de l'agenda parlementaire la nuit dernière, les députés britanniques doivent présenter un texte contraignant. Le Premier ministre a demandé à l'Union européenne un nouveau report du Brexit au 31 janvier 2020, au cas où aucun accord de retrait ne serait conclu avec Bruxelles dans les prochaines semaines. Si ce texte passe, Boris Johnson les a avertis. Si la loi est adoptée, Boris Johnson voudra donc convoquer des élections anticipées, mais pour l'heure, il lui faut 2/3 des voix de la Chambre. Il devra donc obtenir le soutien des travaillistes et ce ne sera pas si simple. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.